Je vous propose de vous parler de la prise en charge de la dysphonie chez l'enfant. La dysphonie est un motif de consultation assez fréquent chez l'enfant, mais souvent la demande vient plutôt des parents ou d'un professionnel de santé, comme l'orthophoniste ou alors le professeur. Il est exceptionnel que la demande vienne de l'enfant lui-même. La dysphonie est assez fréquente, mais plus particulièrement chez l'enfant en période scolaire, avec un pic entre 8 et 10 ans. Avant 10 ans, c'est plutôt une prédominance masculine. À 13 ans, il y a une inversion de la tendance avec une prédominance féminine. La prise en charge de la dysphonie chez l'enfant débute après l'acquisition du langage. Le larynx se met en place dès la période embryonnaire, mais la maturation se poursuit tout au long de l'enfance. Il faudra donc tenir compte de ces modifications dans la prise en charge des différentes pathologies. Chez le nouveau-né, au sein de la corde vocale, il y a peu de tissu fibro-élastique. Les cordes vocales ont surtout le rôle d'induire une accélération du flux aérien et de mettre en vibration les structures supraglottiques. Il y a 2 phases d'accélération lors de la croissance laryngée. La première pendant les 2 premières années de vie, la seconde lors de la puberté. Entre deux, la croissance est linéaire. Il y a donc une modification de la proportion cordale avec une augmentation de taille en antéro-postérieur concernant les cordes vocales notamment. Les structures supraglottiques se modifient également considérablement durant la petite enfance avec une descente du larynx durant les 5 premières années de vie. Il faut aussi prendre en compte la modification au niveau des résonateurs, avec une augmentation de volume au niveau de la cavité buccale, un élargissement des cavités rhinopharyngées, oropharyngées, qui vont aussi participer à la modification de la voix au cours de la croissance. Lors de la consultation, à l'interrogatoire, on débutera comme habituellement par préciser les antécédents familiaux de dysphonie et aussi les antécédents personnels de dysphonie. On va rechercher les facteurs favorisants évidents, comme le tabagisme passif, la présence d'un reflux ou une éventuelle allergie. On va aussi rechercher les différents signes ORL et notamment les troubles de déglutition éventuellement associés. Ensuite, on va s'intéresser d'un peu plus près à la dysphonie. D'abord, on va rechercher un facteur déclenchant. Est-ce que c'était suite à un malmenage vocal ? Ou est-ce que la dysphonie est présente depuis la naissance? On va aussi s'intéresser à l'évolution de cette dysphonie. Est-ce qu'elle est constante depuis la naissance, ce qui orienterait plutôt vers quelque chose de congénital? Ou alors est-ce qu'elle s'aggrave et s'améliore, notamment lors des périodes de vacances scolaires ou lors des week-ends, ce qui orienterait plutôt vers un malmenage vocal? Ce qui est important également, c'est de mesurer le retentissement de cette dysphonie, et notamment à l'école par rapport aux autres enfants, et de bien interroger l'enfant sur son ressenti de cette dysphonie et les éventuelles conséquences qu'elle peut avoir. L'examen clinique débute dès l'entrée de l'enfant dans la salle de consultation. Il faut tout de suite prêter attention à sa voix, notamment lors des conversations, par exemple avec les parents. Après, une fois que l'enfant est assis, on peut enregistrer sa voix avec ce genre de support qui permet de l'emmener un peu partout avec soi, notamment au bloc, en hospitalisation, et qui permet de pouvoir comparer la voix au fur et à mesure des consultations. Dans la forêt. Ouais, dis encore plus fort. Le petit chien va dans la forêt. Après avoir réalisé les enregistrements vocaux, on peut mesurer la fréquence fondamentale en plaçant le microphone sur l'aile du cartilage thyroïde et ça permet de mesurer la fréquence fondamentale et d'apprécier sa stabilité tout au long de la tenue de voyelle. De poser ça ici comme ça, d'accord? Et il faut faire ah comme on a fait tout à l'heure, d'accord? Alors, lève un petit peu la tête. Super. Allez, vas-y. Encore un petit peu.
Ouais, très bien. Encore une fois. Super. Ensuite, on mesure le temps de phonation maximal. C'est la durée maximale en secondes pendant laquelle l'enfant peut tenir une voyelle. Il faut savoir que c'est surtout un examen pour l'enfant âgé de plus de 10 ans, car chez l'enfant plus jeune, c'est un examen difficilement reproductible. Et t'y vas. Super. Très bien. On Vas-y, recommence. réessaye. Allez, 1, 2, 3. Très bien. Le plus longtemps possible. Très bien. Chez l'enfant comme chez l'adulte, on peut évaluer la qualité de la voix avec le score GRABS. On débute l'examen physique par un examen tout simple de la cavité buccale avec analyse de la mobilité du voile et notamment aussi de la mobilité linguale. Ça permet d'apprécier les résonateurs. L'examen laryngé chez l'enfant peut être réalisé soit avec un épipharyngoscope rigide, soit avec un nasofibroscope. Sachant que chez l'enfant plus petit, on utilisera de préférence le nasofibroscope en raison de la meilleure tolérance. Voilà, très très bien. Tu continues comme ça, tu continues à bien respirer par le nez toujours. C'est super. Ah, tchou! Oh là là! On va se donner un petit mouchoir après. Super, tu continues comme ça, c'est très très bien. Tu continues à bien respirer par le nez. C'est parfait maintenant. Voilà, c'est très très bien. Tu continues, tu respires bien par ton nez toujours. Tu vois là, on a fait le plus dur. On couplera dès que possible lors de l'examen laryngé un examen stroboscopique qui permet vraiment d'étudier l'ampliation cordale et la bonne vibration, et ainsi de mieux détecter un retentissement d'une éventuelle lésion sur la vibration et d'ainsi mieux expliquer la dysphonie. Au terme de l'examen clinique, il y a donc plusieurs étiologies à avoir en tête. On peut les résumer dans cet organigramme. Au sein de cet organigramme illustrant les dysphonies chroniques de l'enfant, il faut identifier une éventuelle papillomatose, qui est une infection virale avec des conséquences importantes sur la prise en charge thérapeutique et sur le suivi. Il faut également rechercher une tumeur pour laquelle il faudra réaliser une imagerie dans le bilan complémentaire. En cas de trouble de mobilité laryngée sans contexte étiologique évident, il faudra également réaliser une imagerie dans le bilan afin de préciser la cause. Tout au long de la consultation, il est important de préserver le confort et la confiance de l'enfant dès les premiers examens pour faciliter leur réalisation ultérieure. Une endoscopie sous anesthésie générale est rarement nécessaire pour établir un diagnostic. Lorsqu'elle est réalisée, elle permet surtout de préciser la topographie de certaines lésions et leur extension. La prise en charge thérapeutique de la dysphonie chez l'enfant repose essentiellement sur la rééducation orthophonique. Quant à la papillomatose laryngée, le traitement de référence reste l'exérèse chirurgicale aux besoins répétés, étant donné la fréquence des récidives. Concernant les formes plus agressives et récidivantes précocement, on peut proposer l'injection d'antiviraux et ou la vaccinothérapie, mais on a encore peu de recul à ce sujet et le temps montrera s'il y a une réelle efficacité de ces deux traitements. En résumé, la dysphonie chronique chez l'enfant reste un motif de consultation fréquent, nécessitant dans tous les cas un examen spécialisé ORL, étant donné les implications potentiellement sévères.
fort, vas-y. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, maintenant tu dis ah. Ah. Ouais, super.